Et maintenant, passer la parole à M. Nicolas Hatzfeld, Université d'Évry-Val d'Essonne. C'est un laboratoire d'institution et dynamique historique de l'économie du CNRS. Et M. Hatzfeld va nous parler des troubles musculo-squelettiques, l'histoire d'une maladie professionnelle. Merci beaucoup. Voilà, je vais essayer de démarrer vite. Je suis un peu comme les moteurs diesel, à avoir un temps de préchauffage. Ce que je voudrais, c'est, bien sûr, je ne suis pas médecin, je ne connais rien sur le fond de ces maladies, et ce que je voudrais simplement retracer, c'est l'histoire d'une exploration, enfin, c'est l'exploration de l'histoire de cette maladie dans la société. De fait, il ne s'agit pas d'une maladie, mais d'un groupe de pathologies qui touchent les nerfs, les tendons, les gaines synoviales, pour le moins, qui concernent, pour ce que je vais évoquer, les mains, les poignets, les coudes, les épaules, les genoux, les chevilles. Je vais laisser de côté les dos, pour une raison forte, c'est que ce dont je vais parler tourne autour d'une définition administrative ou médico-légale, comme l'on veut, c'est-à-dire l'existence d'un tableau, le tableau numéro 57 d'indemnisation ou de compensation mis en place par le ministère du Travail pour cadrer l'activité de la sécurité sociale. Ce groupe de maladies est depuis 1989 le plus nombreux, représente le plus grand nombre des pathologies professionnelles, les 2/3, plus des 2/3 des pathologies professionnelles reconnues et indemnisées, premièrement. Et deuxièmement, et c'est la dualité qui m'intéresse aussi, c'est une maladie de peu relativement à d'autres maladies tragiques, dramatiques, comme la silicose, comme les cancers, dans le sens où, pour une bonne partie de ces maladies, on en réchappe si, comme ça a été établi à la fin du XVIIIe siècle, on arrête de travailler. Voilà donc le remède qui est en place et la possibilité pour beaucoup, pas pour la totalité, mais pour beaucoup de personnes atteintes de s'en sortir. Ces maladies sont rétives à l'analyse, cela a été largement dit, elles sont plurifactorielles, c'est-à-dire qu'elles s'expliquent par toute une série de causes et non pas par une seule. Mais un des points qui m'intéresse, c'est qu'elles touchent l'activité du corps au travail, les postures, la répétition des gestes, et non pas l'intervention d'un poison ou d'un agent extérieur sur le corps lui-même. Et pour moi, elle soulève plusieurs questions. Premièrement, est-ce que le travail peut être considéré comme source de pathologie? Est-ce que le travail est pathogène, premièrement? Et deuxièmement, s'il l'est, est-ce que c'est scandaleux que le travail soit pathogène? Et s'il y a scandale ou possibilité ou risque de scandale, où fixer le seuil de ce qu'on considère comme inacceptable dans la survenue de pathologies dans l'exercice de l'activité du travail. Voilà, donc il s'agit de parler à la fois de la réalité du travail, mais beaucoup plus, en fait, de la façon dont la société considère cette réalité. Je vais essayer de tenir les délais en parlant, premièrement, d'une époque où ce groupe de maladies n'était pas reconnu, puis un moment qui est un moment de reconnaissance, d'émergence de la reconnaissance administrative et institutionnelle, et troisièmement, de voir que cela correspond aussi à une intervention de savants ou une transformation des regards savants sur ces maladies. Premièrement, donc, il y a eu des maladies d'ordre périarticulaire avant l'existence administrative officielle de cela. Et alors, je passe sur ce que j'ai dit, c'est-à-dire le repérage de certaines de ces maladies au XVIIIe siècle, mais au XIXe siècle aussi, il y a toute une série de repérages qui sont effectués par des médecins qui notent notamment l'arrivée de nouvelles maladies correspondant à l'arrivée de nouvelles activités professionnelles, la crampe de l'écrivain, qui correspond au bureaucrate, au gras-de-papier, à la Maupassant, ou la crampe du télégraphiste, sont repérées avec beaucoup d'acuité par les médecins du XIXe siècle. Le problème change de nature à partir du moment où, en 1919, en France, est établie une loi qui transfère les avantages, les acquis portés sur les accidents du travail sur les maladies professionnelles, c'est-à-dire la possibilité d'obtenir indemnisation quand on est atteint, victime de maladies professionnelles. À partir de là, on rentre dans une autre
discussion qui n'est pas simplement de médecin à malade, mais de médecin à administration et d'administration à pourvoyeur d'argent. Bref, on est dans une discussion plus complexe. Et à partir de là, il arrive 50 années de déni de ces maladies professionnelles, c'est-à-dire entre le moment où la loi permet leur reconnaissance et où commence à intervenir cette reconnaissance officielle, 50 années pendant lesquelles les archives publiques, pour autant qu'on peut y accéder, puisqu'une partie d'entre elles sont interdites d'accès à cause d'amiante, mais les archives donc nationales collectent des demandes de personnes victimes de maladies, de médecins qui parlent pour eux, de députés, de maires, de chefs d'entreprise intervenant, essayant d'intervenir auprès du ministre pour que telle ou telle personne soit indemnisée parce qu'elle est victime d'une maladie du travail. Quand la sécurité sociale existe, la procédure en place dans la sécurité sociale est très abondamment fournie de ce genre de dossier. La réponse est systématique. Vous dites que vous êtes atteint d'une maladie, mais ces maladies ne donnent pas droit à reconnaissance, donc nous sommes au regret de vous dire que vous n'aurez pas d'indemnité. Cette décision ou cet élément-là vient de la position de la direction du travail à l'intérieur du ministère du Travail qui, pendant donc, tout ce temps-là, refuse de classer certaines de ces maladies comme maladies donnant droit à indemnité. La question vient très tôt. Dans les années 30, une commission qui est chargée justement de préparer les dossiers de reconnaissance s'interroge sur toute une série de ces maladies. Et on voit donc qu'après, ces questions viennent de façon récurrente dans les instances qui préparent les décisions, mais ces instances n'arrivent jamais à boucler les dossiers, et les dossiers n'arrivent jamais à des conclusions. Pour quelles raisons ? Premièrement, parce qu'il y a une raison économique, la crainte d'ouvrir les vannes d'une reconnaissance généralisée de pathologie. Deuxièmement, la crainte de ne pas pouvoir distinguer ce qui est d'ordre personnel dans les pathologies et de ce qui est d'ordre professionnel. Et puis, du scepticisme sur la nature réelle, la consistance réelle de ces maladies. Chaque fois, un des éléments intéressants est que ces refus se fondent sur des avis d'experts, des connaissances savantes qui s'expriment là-dessus. Deuxième élément, il y a une deuxième époque qui commence en 1972, au cours de laquelle intervient une reconnaissance, puis une extension de ces reconnaissances. Cela se fait à travers la création de ce tableau 57 que j'évoquais. Il est créé en 1972, il touche une seule maladie, le genou, l'hygroma du genou, et un groupe de métiers, les métiers du bâtiment et des travaux publics, les gens qui travaillent en position agenouillée. Cette reconnaissance, cette première reconnaissance vient sous une impulsion européenne. À partir du moment où se crée la communauté économique européenne, les tenants ou les acteurs de cette communauté économique veulent un volet social, ils veulent un volet médical et ils veulent développer donc la création d'une liste unique pour les 6 pays d'Europe de maladies reconnues pour permettre entre autres la circulation, mais aussi pour favoriser la condition des salariés. Et ceci bouscule la France, dont on voit dans les archives que des responsables ministériels disent qu'ils doivent en passer par un alignement sur ce projet. Deuxième étape, en 1982, ce tableau existant est élargi à toute une série d'autres pathologies, du coude, du poignet, de la main, et pas simplement des positions, mais aussi des compressions de nerfs et des tendinites. Et on commence à parler d'affections périarticulaires. Troisième extension, 1991, un nouvel élargissement qui touche les épaules, les chevilles, qui touche d'autres souffrances ou d'autres douleurs, et qui surtout permet que chacune des articulations puisse être concernée par chacune des pathologies. Bref, il y a une généralisation et la création d'un groupe d'affections provoquées par certains gestes et postures de travail, avec un détail, les postures excessives, l'effort excessif, la répétition excessive. Bref, la notion de pathologie d'hypersollicitation. Et parallèlement à ces développements par palier de la reconnaissance, on voit une courbe qui ne suit pas, mais qui accompagne par l'augmentation et même la multiplication des cas qui sont des cas de demande, des cas de reconnaissance et d'indemnisation.
en gros 20 à 25% d'augmentation par année depuis 1973. Voilà pour ce deuxième point. Troisième élément, ceci n'est pas séparable des regards savants. J'ai indiqué tout à l'heure que l'administration ne veut pas se passer d'expertise sur ce plan-là. Et donc l'expertise me semble particulièrement intéressante à observer, comment les regards médicaux, mais pas seulement les regards médicaux, changent progressivement sur ces maladies. Ces regards médicaux sont en interférence, donc je viens de l'indiquer, avec une forme de dessus, parce que le terme de dessus a été évoqué ce matin, c'est-à-dire l'administration, les pouvoirs publics, et puis ils sont également en rapport avec une forme de dessous, c'est-à-dire des gens qui vivent ces situations ou des gens qui parlent à leur place. Et je voudrais repérer, je crois, 5 points par lesquels ces regards savants changent. Premièrement, le repérage du fait qu'une vague de pathologie est en train de se produire. Ce repérage s'effectue, pour autant que j'ai vu les choses, dans plusieurs points de France, de façon à peu près simultanée, et en tous les cas de façon indépendante. Dans les Pays de Loire, en Lorraine, ou dans différents lieux où intervient l'ANACT. Donc, des gens se disent qu'il se produit beaucoup plus de pathologies d'ordre périarticulaire que ce qu'ils imaginaient, et peut-être de plus en plus. Et ces pathologies sont surtout repérées dans les mains, dans les poignets. Deuxième aspect de ce repérage, ils vont assez vite, ou une partie d'entre eux vont assez vite regarder la littérature internationale, savante sur le sujet. Ils s'aperçoivent que dans le monde entier, enfin pas dans le monde entier, mais dans différentes parties du monde, dans plusieurs parties du monde, pays développés comme pays en voie de développement, on est en train de repérer un nombre important et peut-être un nombre croissant de ces pathologies. Premier élément. Donc il y a une dynamique de recherche sur ces sujets-là qui s'engage. Deuxième élément, mise en question de l'analyse par métier. Quand j'ai parlé du médecin Ramazzini qui repère le premier ces interférences entre métier et pathologie, il construit à la fois une attention sur ces questions-là et à la fois un lien extrêmement fort des situations professionnelles et des pathologies. Or, ce qui est en train de se passer avec ces gens qui ont une attention nouvelle à ces pathologies, c'est qu'ils mettent en question l'étroitesse de la compréhension de ça à travers le seul métier. Ce qui est mis en cause, c'est l'organisation du travail. Ce qui est mis en cause quelquefois, ce sont les transformations de l'organisation du travail, ce qui n'est pas tout à fait la même chose. Et là aussi, ils rejoignent des analyses étrangères, notamment américaines, qui soulignent le fait que s'il y a une vague, une multiplication de ces pathologies, c'est que c'est en train de dépasser la pratique du métier. C'est qu'il s'agit d'un changement dans les façons d'agencer ou de vivre le travail. Troisième élément, la question de l'interdisciplinarité. Cette mise en lumière des pathologies périarticulaires ou des troubles musculo-squelettiques, je ne vais pas détailler ces jeux fins de qualification, mettent en jeu ou mettent en exergue l'intérêt pour les chercheurs de pratiquer l'interdisciplinarité. Au début, en France, il y a un débat qui risque d'ailleurs de se figer au début entre, d'un côté, les physiologistes qui cherchent à approcher les choses par l'activité du corps, à se déconnecter du métier, mais à se concentrer sur le corps, ce que le corps souffre, donc en travaillant des notions et des connaissances de biomécanique. Et d'un autre côté, des ergonomes qui veulent d'abord mettre en question justement ces questions d'organisation du travail. Et puis, ces deux pôles de compréhension, en gros, se rapprochent, ce qui n'était pas gagné au départ. Se rapprochent notamment dans l'idée de coopérer avec des enquêtes épidémiologiques, où les uns et les autres contribuent à établir des procédures d'enquête, des modalités d'enquête, à nourrir des questionnaires d'enquête d'ordre épidémiologique, de façon à produire de la connaissance statistique. Je reviendrai un petit peu sur ce rôle de la connaissance statistique. Mais là, il y a donc cette compréhension d'une nécessité d'interdisciplinarité. Quatrième point, les conditions d'emploi sont mises assez vite en question. C'est-à-dire qu'au-delà des personnes vues au poste,
au-delà de la mise en question de l'organisation de leur travail de façon un peu plus large, il y a assez vite la prise en compte du fait que les conditions d'emploi sont toute une série d'éléments qu'il faut intégrer, qu'il faut prendre en considération pour comprendre ce qui est en train de se produire, notamment le vieillissement des gens au travail, notamment le blocage des mobilités internes ou externes, la difficulté à quitter un emploi qu'on juge invivable, la difficulté à obtenir un parcours professionnel et la mise en concurrence de jeunes et de vieux, ce qui est extrêmement important dans la survenue ou l'expression de ces troubles ostéo-articulaires. La question de la précarité, bien sûr, qui est également là-dedans. Donc tout ceci joue sur le problème de l'acceptabilité, en fait, des atteintes ou des dégâts ressentis, perçus, vécus à la santé. Dernier point, la question de l'interférence des savoirs. Il y a d'un côté des savoirs qui, au départ, sont portés par des médecins inspecteurs du travail, médecins syndicalistes, mais médecins là-dedans, médecins du travail. Et au départ de la perception du phénomène, ces médecins sont très souvent en rapport avec des militants syndicalistes, donc des représentants de salariés ou des salariés eux-mêmes. Mais c'est ce binôme qui est à l'initiative du déclenchement des choses. Or, progressivement, ces médecins qui sont au centre se mettent à coopérer de plus en plus avec d'autres types d'experts, qui sont donc les épidémiologistes que j'évoquais, des experts en chirurgie, c'est-à-dire des professeurs en médecine ou des épidémiologistes. Et ceci joue, ou ceci se passe dans le fait de construire une légitimité institutionnelle, une légitimité scientifique dans la prise en compte des problèmes qui sont en train de se produire. Et je trouve que ce passage-là, j'ai squeezé les ergonomes, mais je crois qu'on les a passablement entendus ce matin. Donc ce transfert de légitimité, transfert de connaissances, transfert de savoir me semble particulièrement intéressant à souligner dans cette prise en considération d'un phénomène qu'on qualifie de nouveau. Je vous remercie.